OpenSL, c'est l'équivalent d'OpenGL pour le son. C'est d'ailleurs le même groupe qui spécifie OpenGL et OpenSL. Donc c'est une API alors qui est un petit peu immature, qui ne sera pas forcément très portable sur d'autres systèmes. Il y a beaucoup d'extensions qui sont spécifiques à Android. Il faut savoir aussi que OpenSL, autant que je sache, n'est pas disponible sur iOS. Donc pour tout ce qui est certes c'est une API standard, mais pour la portabilité du code, c'est pas gagné. Donc après donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors il faut savoir quand même que l'un des principaux reproches qui est fait à Android, c'est l'absence de basse latence lorsqu'on fait du traitement sonore. Et il faut savoir qu'avec OpenSSL, il n'y aura pas vraiment d'amélioration de ce côté-là. On aura toutes les améliorations apportées par le code natif, par éventuellement les instructions SIMD, par l'assembleur. Mais on n'aura pas pour autant accès de la basse latence en Android avec OpenSL. Pardon. Donc l'API OpenSL fonctionne en gros sur un principe qui est assez simple, qui est un petit peu verbeux mais qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'on prend un objet, quand je dis un objet, c'est une sorte de référence vers un objet, on réalise cet objet. À partir de cette référence réalisée, c'est-à-dire quand on réalise un objet, c'est-à-dire qu'on acquiert les ressources, par exemple les ressources audio, on alloue la mémoire, on alloue tout ce qu'il faut pour que cet objet fonctionne. Donc ça, c'est ce qui s'appelle réalisation en OpenSL. Ensuite, on récupère des interfaces, c'est-à-dire un objet c'est une sorte d'objet qui contient les méthodes qui sont applicables à cette référence-là. Et ensuite, on peut invoquer de manière classique des méthodes sur cette interface. Donc je vais pas rentrer dans le détail là non plus, mais il y a toujours ce process en 3 temps pour appeler des objets en OpenSL. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là non plus. Pardon ? D'accord, je me dépêche. Donc ensuite, traitement de tout ce qui est entrée-sortie, c'est aussi disponible dans le NDK. Donc on peut traiter vraiment tout ce qui est événements touchés sur l'écran, on peut traiter les événements de clavier, on peut traiter vraiment tout ce qui est disponible comme périphérique d'entrée. Donc après, l'API est relativement est similaire à ce qui est disponible en Java. On peut récupérer les pointeurs, on peut récupérer les coordonnées d'un pointeur sur l'écran, on peut récupérer, voilà. C'est vraiment assez classique. Tout est vraiment disponible à ce niveau-là. On a donc un petit exemple de code, je ne vais pas non plus insister là-dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est capteur, tous les capteurs, donc alors hors GPS, principalement accéléromètre, qu'est-ce qu'il y a, le magnétomètre, je ne sais plus ce qui est disponible d'autre. Enfin, la plupart des capteurs sont disponibles. Après, tout ce qui est GPS, etc. n'est pas disponible. Il faut savoir que c'est une API aussi spécifique d'ailleurs en Java. Donc un petit point important aussi, c'est qu'il faut faire attention ça c'est pour l'accéléromètre, selon que le périphérique soit en mode portrait ou landscape, attention aux coordonnées. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail là non plus. Et l'API qui permet d'utiliser les capteurs est assez similaire au final à ce qui se fait avec les périphériques d'entrée, si ce n'est qu'en plus de ça, il faut créer tout ce qui est fil d'événements liés au capteur. Donc il y a quelques autres API, je les ai déjà un petit peu évoquées en introduction, donc je ne vais pas insister là-dessus non plus. Donc dernier point, tout ce qui est portage du code. Alors il faut savoir que le NDK Android permet de porter du code existant C++ sur Android. Après, il n'y a pas de recette miracle. Le process est pas très compliqué, mais donc premièrement, par exemple, il faut écrire un fichier Makefile qui liste tous vos fichiers, qui inclut vos librairies. Une fois que c'est fait, après, il faut compiler et j'ai envie de dire prier pour que ça marche. Parce qu'en général, c'est un petit peu le problème. Beaucoup de librairies sont écrites pour Windows, pour du Linux, mais souvent elles n'ont pas pris en considération, ou en tout cas elles n'ont pas pris encore en considération la plateforme Android. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être modifier des petits if-def Windows, if-def Android. Il faudra peut-être modifier quelque peu le code si la librairie ne prévoit pas le support Android. Donc à partir de ces Makefiles, on peut compiler on peut créer ce qu'on appelle donc des modules. Il faut savoir que Android permet vraiment
le NDK ne permet de compiler que des librairies. On peut pas créer, on peut créer des exécutables, mais en gros, essentiellement, il permet de créer vraiment des librairies. Et ces librairies-là s'appellent des modules. Ça, c'est un détail. Et donc, ces librairies seront exécutées par le code Java. Et donc là, je donne quelques exemples de librairies. C'est Boost, par exemple, qui peut être porté, alors pas forcément très facilement avec quelques modifications, mais qui peut être porté sur Android. Je prends l'exemple aussi de Box2D et Irlicht, que j'ai moi-même eu l'occasion de porter sur Android. Et donc voilà, je ne vais pas insister sur le reste. Donc il faut savoir que le NDK offre un support de C++ qui est vraiment très bon. Tout est disponible, les exceptions, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans les précédentes versions. Donc maintenant ça c'est disponible, tout ce qui est runtime type information, donc tout ce qui permet de faire un petit peu de réflexion entre guillemets est disponible aussi. Donc le support est relativement bon. Une limitation en revanche qui peut être gênante dans certains cas, c'est le support des wait characters, donc W-char. Ça c'est pas disponible, c'est seulement simulé sur le NDK. Donc derrière on a en fait des caractères classiques sur 8 bits. Donc l'ASTL, ça c'est un point important aussi, est supporté par le NDK. Il y a deux types de STL d'ailleurs qui sont disponibles, c'est STL Port et GNU STL. En gros, il y en a une qui supporte les exceptions et le runtime type information. STL Port ne supporte pas les exceptions pour l'instant, ça devrait être le cas tôt ou tard. Et donc grâce à ça, on peut utiliser vraiment la librairie STL classique pour accéder aux fichiers, donc avec un std ifstring par exemple, pour manipuler les chaînes avec un std string et toutes les autres API qui sont disponibles, qui sont fournies par STL. Alors, il y a un point aussi concernant la différence entre librairie statique et librairie partagée. Je ne vais pas insister sur ce point. Sachez que les librairies partagées, en gros, sont chargées une seule fois en mémoire. Par contre, quand on embarque une librairie partagée, elle est embarquée entièrement. Alors que quand on embarque une librairie statique, seules les méthodes dont on a besoin dans le code natif sont embarquées. Ça, c'est une petite différence, ce qui fait que les méthodes statiques sont en général plus légères en termes de mémoire. Par contre, si une librairie statique est utilisée par plusieurs autres librairies, celle-ci son code sera dupliqué, alors que la librairie partagée, elle, ne sera chargée qu'une seule fois en mémoire et son code ne sera présent qu'une seule fois en mémoire. Voilà. Donc là, j'ai montré un petit exemple de Makefile qui est utilisé pour Box2D. Donc je ne vais pas non plus insister, je pense que je suis un peu en retard déjà. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on donne le nom de son module. Ici, ça sera Box2D statique, parce que je le compile en statique. On liste les fichiers. Donc ça, c'est une petite directive qui est spécifiée ici, un peu au-dessus, qui permet de lister tous les fichiers qui sont disponibles, qui sont fournis par Box2D. On fournit aussi le répertoire des fichiers include à exporter, c'est-à-dire que toutes les librairies qui vont utiliser ce module-là, toutes les librairies natives donc, qui vont utiliser ce module, vont avoir besoin des fichiers include fournis, qui sont fournis par cette librairie. Et pour y accéder, donc, il faut juste spécifier le répertoire qui les contient grâce à cette directive local export c-includes. Voilà. Et donc après, il y a la directive de compilation et normalement ça marche tout seul. Donc là, on a un exemple de second Makefile. Ça, c'est une librairie qui utilise votre module. Donc ici, on a notre nom de module classique, de manière classique. Ensuite, on spécifie donc toutes les librairies dont on a besoin. Ici, donc ça, c'est librairie système. Là, on spécifie les librairies statiques. Et donc, notamment, ici, on peut le voir, voilà, le module Box2D qui devra être listé à cet endroit-là. On a une petite directive à la fin qui permet d'importer ce module. Sans ça, la compilation ne marchera pas. Donc on fait un call import module. Et grâce à ça, le module Box2D est embarqué dans la librairie utilisatrice. Voilà. Et après, on a juste à lancer l'application. Et normalement, ça doit fonctionner. Voilà pour l'exemple. Donc, dernier slide. Il faut savoir donc que, comme je l'expliquais, souvent c'est un peu plus compliqué que l'exemple de Box2D, c'est-à-dire que souvent on a des petites erreurs de compilation, il faut
changer un petit peu le code. Ça peut être donc des if-def à changer, des petites déclarations. En général, c'est assez limité, mais ça dépend des librairies, bien sûr. Il faut faire très attention aux variables statiques. Alors, il faut savoir que les activités, le code natif a un cycle de vie qui est différent d'une activity Java. Donc, une activity Java, lorsqu'elle est détruite, le code natif n'est pas forcément déchargé en mémoire. Tant que l'application est chargée, ces variables persistent. Donc, ça, il faut le savoir. Et donc aussi, j'en parlais aussi un petit peu au début, il y a tout un tas d'instructions spécifiques qui permettent l'optimisation vraiment de manière poussée, notamment les jeux d'instructions Néon qui est disponible sur certains processeurs ARM, sur la plupart. Et les VFP aussi qui permet d'améliorer tout ce qui est calcul sur les flottants. Voilà. Donc voilà, dernier slide maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans le code que tu as montré au début, là, on voyait qu'il y avait beaucoup de travail à faire au niveau de l'introspection pour pouvoir avoir les wrappers vers le code Java. Oui. J'imagine que, enfin j'espère, que tous ces objets, ces JObjects, ces JClass et compagnie, ces JMéthodes, on peut les garder en statique et on fait, en gros, de toute la tuyauterie une fois pour toutes, on pousse ça de côté et après toutes les méthodes natives peuvent l'attaquer ou est-ce qu'on est obligé de le refaire à chaque méthode? Alors, ce que j'ai... Oui. Je t'interromps juste, vu qu'on n'a pas de micro pour les gens qui parlent, je vais te demander de d'accord. répéter les questions. D'accord, ok. Donc en gros, est-ce qu'on peut garder les méthodes, tout ce qui est, les objets JClass, JObject, JNI classique, est-ce qu'on peut les garder dans les variables statiques pour ensuite les utiliser d'une méthode à l'autre? Alors, il faut faire déjà très attention avec les variables statiques. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que, comme je disais, la variable sera pas forcément remise enfin, en gros, lorsqu'une application se termine, le code natif peut rester chargé. Et malgré tout, la variable pourra rester initialisée. Donc il faudra faire très attention à réinitialiser votre variable statique à chaque fois que votre activity redémarrera. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on peut garder effectivement des variables en mémoire entre deux méthodes, à condition de les transformer en référence globale. Donc on a des local références par défaut, il faut les transformer en référence globale. Et par contre, pour éviter des fuites mémoire, lorsque l'activity se termine, il faudra penser à supprimer ces références globales, de sorte que le garbage collector pourra les collecter, pour les traiter. Voilà. Oui. Une question à propos des objets qui sont disponibles dans les méthodes, liste des capteurs, etc. Est-ce qu'on peut jouer avec la caméra? Alors, donc une question sur les API disponibles et sur donc sur la caméra en particulier. La caméra, non, n'est pas accessible depuis le code natif. Donc il faut, si on veut récupérer des images, il faut le faire via JNI en utilisant l'API donc classique Java pour récupérer les images, les enregistrer, les transférer au code natif qui pourra éventuellement les traiter, appliquer des filtres, faire n'importe quoi dessus. Et ensuite, l'affichage se refera soit par OpenGL directement en code natif, soit alors il faut le retransférer au Java pour qu'il fasse l'affichage. Si on a accès à l'objet caméra sans côté Java, si on peut pas récupérer. Oui, voilà, mais via un appel JNI à ce moment-là. Directement, par le code natif, on ne pourra pas. Mais après, il faut écrire tout le code JNI qui est un petit peu compliqué et qui permet de manipuler les objets Java. En général, le plus simple à faire, c'est on écrit son code côté Java et vraiment on a une méthode d'interface, par exemple une méthode qui permet de traiter le bitmap enregistré par la caméra. Donc on a juste une méthode qui permet de passer cet objet-là. Et tout le reste, vraiment toute la récupération de l'image sera faite directement en Java. Voilà. Oui. Quel est ton moyen d'accès de la couche Java vers la couche NDK? Alors, honnêtement, je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus. En général, un appel natif quand même prendra un peu plus de temps qu'un appel Java classique de manière générale, principalement parce que ce que j'expliquais au début aussi, c'est que les optimisations sont désactivées, c'est-à-dire que quand on appelle du code Java, par exemple, ne serait-ce que lorsqu'on appelle un getter, souvent le getter sera inliné, enfin il sera... on va dire qu'il n'y aura pas d'appel à proprement parler, le compilateur optimisera et accédera directement à la variable. Voilà, c'est le genre de choses qui ne sera pas possible lorsqu'on fait un appel JNI. Donc souvent ce sera un petit peu plus long, c'est pour ça qu'il vaut mieux limiter en général les appels à la couche native. Oui, oui, après ça reste un temps d'appel qui est tout à fait correct. Voilà. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure effectivement, mais le framework Java Android classique, lui, s'appuie derrière sur du code natif. Voilà. Oui, ça s'appuie là-dessus aussi. Autre question.
Oui. Pour revenir par rapport à l'utilisation de la caméra, Mhm. en fait, on peut le faire depuis le NDK-R7, je crois. Il y a OpenMaxAL qui a été inclus dans le NDK. Alors je sais qu'OpenMaxAL permet notamment de jouer des vidéos, mais alors je ne savais pas qu'il permettait d'enregistrer des images. Alors vous me l'apprenez. D'accord. Ok, donc alors effectivement ça doit être possible. Oui. Une question par rapport au cycle de vie de la file natif. Quand on est dans une activité ou un fragment, peu importe, on lance la file natif. Sachant que ça t'appelle, par exemple, tu peux lancer un process ou un démo qui fait des calculs. Mhm. Comment on fait la communication, les callbacks du file natif vers l'activité, sachant que dans le cycle de vie d'une activité ou d'un fragment, détruit, recréé, etc. Est-ce qu'il y a un risque de ne pas, un risque d'avoir des zombies, un process un peu zombie? Mhm. Alors donc c'est une question sur tout ce qui est lancement de process et communication entre les différents process. Alors il faut savoir que le NDK est vraiment pas fait pour ça. Tout ce qui est fork par exemple de process, création de process, c'est vraiment pas conseillé avec. On ne sait pas ce que le système. En fait, on n'a pas de garantie sur ce que le système Android fera des process que l'on créera. Il n'y a pas de garantie de fallback, donc tu ne peux pas gérer l'état en fait du code natif, donc c'est du fire and the forget. Alors après, il faut savoir qu'il y a quand même donc il y a les API classiques Linux entre guillemets qui sont disponibles. Donc tout ce qui est les pipes, etc., qui sont disponibles, par exemple. C'est quelques exemples. D'ailleurs, le système Android en interne, il utilise beaucoup des systèmes de communication interne entre process. Donc ça existe. Mais encore une fois, pour les applications utilisateurs, je ne parle pas des applications système, vraiment les applications qu'on fournit à un utilisateur, les APK, il n'est vraiment pas conseillé, encore une fois, de faire des forks de process, de créer des process, parce que le système est susceptible de les tuer à n'importe quel moment. Donc oui, vraiment, pour avoir lu quelques messages des développeurs, des créateurs du système, il n'y a vraiment aucune garantie, que ce soit actuellement ou plus tard, sur ce que deviendront les process qui sont créés par du code natif ou du code Java d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit possible, mais si on fait un fork de process, encore une fois, par exemple, tout aussi bien, il sera tué parce que cet objet n'a pas ce process-là n'a pas d'existence légale, si je puis dire. Justement, est-ce qu'il y a des mécanismes de fallback pour notifier la couche Java quand le process a été tué ou il est interrompu, etc. C'est des mécanismes de communication ou c'est une communication comme on fait avec les services. On se bind sur un service et on communique. Après, tout ce qui est binding, alors par exemple, je ne me rappelle plus l'API, mais ça on peut le faire en Java. Mais par contre, attention, il n'y a pas d'API spécifique Android disponible dans le NDK pour ça. Donc après, on a les librairies classiques, les sémaphores, alors ça c'est pas vraiment. D'ailleurs, c'est même pas ça, on ne peut même pas faire de communication interprocess d'ailleurs avec les sémaphores dans le NDK. J'ai oublié de le préciser. Et après, on a les API, comme je dis, plus classiques, vraiment les pipes, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'API spécifique qui permettra de lier ça au cycle de vie Java, clairement. Oui. Justement, tu parlais de porter du code existant. Mhm. Quel type de la compatibilité possible si tu veux? Alors la J'ai lu que ça marchait pas du tout, enfin, qu'il n'y avait pas grand-chose. il y a quelques API qui sont disponibles quand même. Ça Tout ce existe qui un est. système, je suis d'accord avec toi, parce que Mhm. ça ressemble à Linux. Mais est-ce que c'est remonté vers le NDK ou quoi? Qu'est-ce qui est remonté, qu'est-ce qui n'est pas remonté? Déjà, si on ne veut pas faire de fork. Donc la question porte sur la compatibilité avec POSIX. Donc il y a certaines API qui sont disponibles, comme je parlais des threads par exemple, il y a certaines API auxquelles on peut accéder. Après, il n'y a pas tout l'ensemble des API disponibles. Je ne les ai pas listées, donc je ne serai pas capable de vous dire exactement tout ce qui est disponible. Il y a quelques limitations, par exemple, il y a certaines méthodes, alors je ne me rappelle plus sur les threads, par exemple, il y a une méthode qui ne fonctionnait plus, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Tout ce qui est aussi communication, par exemple, je parlais des sémaphores, interprocess, ce n'est pas disponible. Donc il y a quand même un certain nombre de limitations. Ça veut dire si tu veux porter, parce que quand tu veux porter du code du Linux system, si on veut porter. Autrement, quoi. Après, tout dépend des besoins qu'on a, mais effectivement, on peut très vite atteindre certaines limitations. Oui.
tout dépend après les besoins. Voilà. Oui. C'est une question un peu plus générale, mais donc t'expliquais que le code qui a été compilé va être compilé par défaut pour ARM, et si on ne spécifie pas, il ne va pas être compilé pour SP36 ou Mhm. est-ce que dans ces cas-là, quand on va le publier sur le store, les devices sous SP36 ne verront pas la publication? Alors pour tout ce qui est publication sur le store, honnêtement, ça je ne pourrais pas répondre. Pardon. Enfin, dans tous les cas, voilà, pour ce qui est de la compilation multiplateforme, il est possible de compiler de toute façon une application pour avec plusieurs cibles à la fois. Donc on peut compiler à la fois pour ARM et x86 en même temps. Donc les librairies x86 et ARM seront inclus en même temps dans l'APK. Moi j'ai une petite question. Oui. On veut continuer après avoir lu ta super presse, super intéressant d'ailleurs, merci. Aujourd'hui la doc elle est où sur le NDK? Et si jamais elle est limitée sur le site des développeurs Android, où on peut aller se renseigner ailleurs? Alors pour tout ce qui est documentation sur le NDK, donc effectivement il y a le site en développeur Android qui contient le NDK. C'est à l'intérieur du NDK aussi où il y a quelques fichiers de documentation qui décrivent un petit peu ce qui est disponible, ce que l'on peut faire, comment fonctionnent les makefiles. Voilà, vraiment toute la mécanique du NDK. Après, en termes de ressources, après c'est Internet. C'est vrai qu'il n'y a pas de source officielle qui permet de décrire vraiment tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Ça reste beaucoup de recherche. C'est un GNI particulier, la documentation standard GNI de Java ne va pas forcément correspondre entièrement. Alors concernant la spécification JNI, vraiment le support de JNI est relativement bon. Il y a quelques limitations, il me semble que c'est spécifié dans la documentation du NDK. J'avoue que j'en suis plus très sûr. Mais en gros, vraiment la plupart des méthodes JNI sont disponibles. Le support est vraiment très bon. Oui. Ça, c'est le sujet de la prochaine RenderScript, donc c'est la prochaine. Voilà. J'espère qu'il n'y a plus de questions parce que là, on a largement dépassé le temps. Désolé. Merci encore Sylvain, c'était super.